Bonjour, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je préparais un petit comparatif entre le capteur 33 mégapixels nouveau du Sony A7 IV, donc semi-empilé, et l'ancien, celui de l'A7 IV, parce que je voulais voir un petit peu les évolutions en matière par exemple de dynamique, de montée ISO. Alors, tout de suite, je ne vais pas parler évidemment de la différence par exemple de rolling shutter, parce que c'est évident, l'A7 IV c'était le plus mauvais de tous les boîtiers avec son cousin l'A7R5, de tous les boîtiers plein format en termes de rolling shutter, ce qui le rendait quasiment inutilisable en obturateur électronique. Enfin, ce pourquoi l'obturateur électronique apporte des avantages, c'est-à-dire par exemple une rafale plus élevée qu'il n'avait pas de toute façon, un mode silencieux mais alors avec du banding dès que vous étiez dans des lumières non maîtrisées, on va dire, et surtout la moindre composante de mouvement horizontal vous ruinez complètement votre photo avec la déformation du rolling shutter. L'A7 V a donc, avec son nouveau capteur 33 mégapixels semi-empilé, a amené bien entendu une grosse évolution à ce niveau-là. Et donc, j'ai pu donc comparer ce capteur de l'A7 V, parce que c'est mon boîtier, avec celui de l'A7 IV. Alors, je me suis fait prêter, comme je l'avais dit, un A7C2 qui a exactement le même capteur que l'A7 IV, pour pouvoir faire ce petit comparatif. Donc, le truc, c'est que si on regarde l'évolution chez les autres marques d'un capteur d'une définition donnée, son évolution avec une technologie empilée ou semi-empilée le rendant nettement plus rapide, on s'est aperçu à chaque fois qu'il y avait une petite perte en matière de dynamique ou de montée ISO, enfin, de montée ISO. Alors, pas non plus dramatique, mais pour ceux qui sont attentifs à notamment la dynamique, je pense, parce que la montée ISO, c'est très relatif maintenant avec les logiciels de débruitage qu'on a. Enfin, vous allez me dire qui peut le plus, peut le moins, c'est sûr. Par contre, la dynamique, par exemple, quand vous prenez entre un demi-stop et un stop de moins parce que vous avez augmenté la vitesse de lecture du capteur, ça fait réfléchir, on va dire. Voilà. Alors c'est par exemple, pour donner un exemple, ce qui s'est passé chez Canon quand il y a eu le passage du R5 au R5 II. Donc le R5 II, on s'est aperçu, il y a eu beaucoup de tests comparatifs, vous pouvez aller les voir sur YouTube si vous voulez, bien sûr. On s'est aperçu que le capteur du R5 II, donc, certes était beaucoup plus rapide que celui du R5, par contre il était un petit ton en dessous en matière de dynamique. Sachant que Canon n'est déjà pas connu pour être le champion de la dynamique. Sur le R5, elle était bonne, mais c'était pas la meilleure, par exemple, par rapport à Sony. Et donc, savoir que c'était encore un demi-stop en dessous du R5, les photographes de paysage, notamment, ça pouvait quand même faire réfléchir. Si on veut d'autres exemples, chez Nikon, quand le Z6 III est sorti, il y en a beaucoup qui l'ont comparé au Z6 II très vite, et on s'est aperçu, même chose, qu'il prenait quand même une petite pénalité en matière de dynamique et en matière de montée ISO. Voilà, des exemples, on peut en trouver d'autres. On va dire que jusqu'à maintenant, augmenter de manière conséquente la vitesse de lecture d'un capteur de définition donnée, ça n'était pas gratuit complètement, sans parler du prix. Alors, là, ce que j'ai voulu voir, moi, parce que Sony, je me suis dit, ils ont tellement attendu avant de sortir cet A7 V, et en même temps, c'est eux qui sont quand même propriétaires de la fabrication de beaucoup de capteurs du marché, y compris qu'ils les vendent à d'autres marques. Je me suis dit, s'ils ont attendu aussi longtemps, c'est peut-être que là, ils ont réussi le truc que personne n'a réussi pour l'instant, c'est-à-dire à ne pas dégrader du tout la dynamique ou la montée ISO en augmentant énormément la vitesse de lecture du capteur et en rendant donc l'A7 V beaucoup plus polyvalent que n'était l'A7 IV. Alors, c'est ce qu'on va voir. Donc je vous précise quand même que j'ai pas fait un test par exemple de rolling shutter. Franchement, ça sert à rien.
on le sait très bien qu'il y a une différence énorme entre les deux. Donc je me suis concentré plutôt sur justement la dynamique et la montée ISO. Alors j'ai fait avec mes petits moyens, on va dire, hein, c'est pas un test parfaitement scientifique, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. On va commencer par la dynamique. Alors je précise juste que pour les deux scènes, hein, je filme évidemment avec le même boîtier, enfin les deux mêmes boîtiers, hein, la 7.5 et la 7C2, et surtout le même objectif hein, que j'ai mis alternativement sur les deux boîtiers. C'est le Samyang 35 mm 1.4, le tout dernier hein, de 35 mm 1.4, donc parfaitement adapté à ces nouveaux capteurs. Voilà, et on va commencer donc par la dynamique. Alors première photo, donc exposition entre guillemets normale, c'est-à-dire dans le sens où j'ai laissé faire un petit peu l'appareil photo, j'ai pas cherché à corriger l'exposition, rien du tout. Donc voilà ce que ça donne. Alors donc à droite on a le Sony A7 V et à gauche on a l'A7C2, sachant que j'ai mis un point bleu pour repérer vraiment l'A7 V qui sera toujours à droite de toute façon, et un point rouge pour l'A7C2. Voilà. Alors on est en RAW, hein, là on le voit par exemple sur l'A7 V. C'est le RAW de l'A7 V maximal, c'est-à-dire on ne peut plus dire non compressé, c'est le compressé sans perte, mais c'est le nouveau RAW. Vous voyez d'ailleurs 37,25 mégas. Je vais pas vous montrer tout de suite sur l'A7C2, mais c'est quasiment le double, on est à plus de 60 mégas pour le RAW non compressé sur l'A7C2. Donc ça, c'est ce que Sony a décidé. On est à une focale de 35 mm avec le Samyang 35 mm f 1.4, qui est l'objectif dont je me suis servi. Le triangle d'exposition, ça sera toujours 100 ISO f8, et pour cette première photo, on est au centième de seconde afin d'avoir cette exposition. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut en tirer comme conclusion déjà là comme ça en regardant les photos dans l'ensemble. Alors bon, à part une petite différence de colorimétrie où on voit que l'A7 V est un peu plus chaud au niveau du rendu des couleurs, ce qu'on sait depuis de toute façon la sortie de ce boîtier. On n'observe pas non plus une différence fondamentale hein, entre les deux. Petite différence de grossissement, je vous expliquerai après, c'est dû à la différence de taille entre les deux boîtiers en fait. Alors, donc, on le voit sur la haie hein, quand même, cette différence de colorimétrie, entre autres. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que si on veut se rendre compte, on va un petit peu aller zoomer voilà, dans les hautes lumières sur les deux boîtiers. Donc toujours à droite l'A7 V, à gauche l'A7C2. Comme vous pouvez voir, c'est difficile de dire qu'il y a une différence comme ça flagrante entre les deux boîtiers. Hein, si on regarde bien et on se concentre avant tout hein, sur la plage dynamique, parce qu'il y a une petite différence aussi de mise au point, parce que je me suis un peu loupé. Alors voilà, on va aller zoomer un peu plus sur les deux boîtiers. Je vous rappelle qu'on est parti avec un 35 mm, donc forcément on perd énormément en résolution, mais encore une fois, c'est pas ça qu'on regarde. Alors maintenant, si on essaye de juger là dans les hautes lumières du rendu, on s'aperçoit ici que le village, la forêt dans la montagne, c'est un tout petit peu plus précis sur la 7.5 que sur la 7C2, mais ça reste franchement à la marge. Alors maintenant, on va revenir à la photo originale et on va aller voir un petit peu des zones sombres dans lesquelles il y a des hautes lumières, comme cette assiette ici qui reflète le soleil, et pas beaucoup de différence, si ce n'est peut-être, comme on va le voir ici, si on regarde le reflet là sur, c'est quoi, une feuille, je sais plus, qui est, bon, comme vous voyez, il est moins prononcé sur la 7.5, on dirait qu'il a mieux géré ce reflet. Bon, est-ce que c'est probant? On va aller voir un peu une transition ombre haute lumière ici, la même sur la 7C2. Bon, ma foi, pour se rendre compte que
il n'y a quasiment aucune différence en réalité. Donc pour l'instant ça reste à la marge. On va regarder cette toiture. Comme je vous ai dit, il y a une différence de mise au point parce que je me suis un peu loupé là-dessus. Donc la mise au point est mieux faite sur le lointain avec la 7C2 qu'avec la 7.5. On regarde juste la plage dynamique, pas la netteté, il n'y a pas de différence franchement sur la toiture. Après on va aller voir cette lampe là extérieure qui fait une haute lumière au milieu d'une zone beaucoup plus sombre quoi on va dire. Voir comment ça gère. Écoutez, ça gère à peu près pareil, il me semble. Alors par contre ce qu'on peut-être voir, c'est que si on regarde bien sur ce reflet ici sur le haut de la chaise, sur la 7C2, voilà ce que ça donne. Alors que sur la 7.5, ce reflet, voilà, vous voyez, il est beaucoup moins marqué, enfin mieux géré dans la transition haute lumière ombre. Je ne sais pas si ça compte vraiment. Bon. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer un petit peu d'analyser plus en profondeur? Moi, ce que je vous propose, c'est de baisser un petit peu les hautes lumières pour retrouver un peu le paysage qu'il y a au fond. Et puis, bien sûr, de relever les ombres après du salon pour voir un petit peu ce qu'on peut obtenir. Alors, on va jouer, je pense, pour cette première photo qui n'a pas des contrastes si extrêmes que ça, sur uniquement les hautes lumières et les ombres et pas encore sur le curseur d'exposition. Ça viendra pour les photos suivantes que j'ai volontairement sous-exposées ou surexposées. On va se contenter donc des deux curseurs, on va dire moyens. Et si là, sur la 7C2, je baisse les hautes lumières tout en restant raisonnable et voilà, que ça soit pas trop artificiel, voilà comment on va récupérer. Donc on note bien, on est à moins 52, je vois. Donc maintenant, je vais faire pareil sur la 7.5, donc moins 52, je vais le taper directement, comme ça ira plus vite, voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, excusez-moi pour la manip. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences? Oui, toujours un petit peu ici, quand même. Je trouve qu'il y a plus de détails dans plus de contraste. Je ne sais pas comment dire. Est-ce que c'est vraiment de la plage dynamique ou purement du contraste? C'est dur à dire, mais c'est plus plaisant sur la 7.5. Ça reste à la marge. Si on regarde après ces transitions entre, vous voyez, la neige là, la zone d'ombre créée par la forêt des deux côtés, est-ce qu'il y en a un qui domine vraiment l'autre sur ces transitions-là? Non, très clairement. C'est pas là qu'on va avoir une différence fondamentale. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est relever les ombres pour voir un petit peu ce qu'on obtient. Donc là, on peut s'y attendre avec ces excellents capteurs au niveau de la dynamique. Sur une photo qui n'était pas trop loupée, entre guillemets, on récupère tout parfaitement, et les ombres notamment, comme on le voit ici. Donc, est-ce qu'il y a une différence là, tout de suite? C'est dur à dire. Moi, j'ai quand même toujours l'impression, là, si je regarde ce mur, par exemple, il n'y a pas qu'une histoire de colorimétrie. Je trouve que là, il est cramé sur la 7C2 et il a sa vraie couleur sur la 7.5. Je trouve que de manière générale, il me semble que la 7.5 a un petit peu mieux relevé les ombres. Ça reste quand même, encore une fois, ténu comme différence, mais ça se connaît. Alors, on va regarder un petit peu maintenant une zone sombre. Pour un petit peu essayer de comprendre que la dynamique, c'est pas juste l'impression que ça donne comme ça. Est-ce que il se passe quelque chose, parce que vous savez très bien comme moi que quand on relève fortement des ombres, on fait apparaître du bruit. Donc là, je ne sais pas comment ça va passer sur YouTube. Ici, la 7.5 à droite, il a créé un tout petit peu de bruit. C'est léger, Alors c'est pas très net parce que la mise au point n'était pas faite là, mais le bruit en lui-même,
il n'est pas extrêmement présent hein, sur l'A7V, il y est un peu quand même, hein, c'est sûr. Alors maintenant on va regarder sur l'A7C2, et sur l'A7C2, alors je sais pas si ça va bien passer sur YouTube. Alors déjà on va voir là, en zoomant justement dans cette partie, hein, que l'A7V a mieux relevé les ondes que l'A7C2, et surtout que l'A7C2 a fait plus de bruit que l'A7V. Voilà pour cette première analyse. Alors maintenant, on va regarder deux photos clairement surexposées volontairement. L'arrière-plan est complètement cramé, hein, on est d'accord. Cette fois-ci, si on essaye de baisser les hautes lumières, bah, il se passe à peu près rien, hein, comme vous pouvez le voir. Que ce soit sur l'A7C2 ou on va le faire sur l'A7V pour la forme, bah, vous voyez, ah, oui, il se passe un petit peu, mais pas grand chose. Alors par contre, là cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe si on sous-expose maintenant les hautes lumières, sachant que j'ai cramé complètement l'arrière-plan volontairement. Je voulais voir ce qu'on pouvait éventuellement récupérer sur les deux boîtiers. Allez, on y va. Bah, là, on va aller à fond, un moins 5 stop comme ça, direct. Donc sur la 7.5 et puis maintenant sur la 7C2. Voilà ce qu'on obtient. Alors deux images qui se ressemblent, hein, encore une fois. Alors on peut quand même voir qu'au fond, il a récupéré quelque chose. Alors non, ce n'est pas de la neige, évidemment. C'est juste des zones complètement cramées, hein, irrécupérables. Mais quand même, il a récupéré un semblant de montagne, le lac d'Annecy, hein, pour ceux qui connaissent. Les bâtiments devant qui étaient archi cramés hein, sur la photo de base. Et écoutez, sur la 7C2, c'est exactement la même chose. J'ai du mal à voir vraiment des différences. Alors, à part les aberrations chromatiques, non, ce n'est pas des différences, c'est qu'elles sont extrêmement présentes. Ce qui est normal à ce niveau de récupération, évidemment. Hein. Si on essaye de regarder dans les zones cramées, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux Si on se concentre plutôt sur le bas là, de l'image, et ben si, hein, quand même, il y a moins de zones cramées sur l'A7V, il me semble, hein, sur la rive. Voilà. Alors maintenant, si on regarde ce bâtiment là, et qu'on compare avec l'A7V, alors on va essayer de zoomer à peu près quand même de manière équivalente. Non, c'est dans l'autre sens, pardon, sur les deux. Voilà, il me semble quand même que l'A7V il a mieux géré aussi là l'exposition de ce bâtiment. Enfin mieux géré, on se rappelle d'où on vient quand même en surexposition. Hein. Il a gardé plus de détails dans ce bâtiment, enfin c'est-à-dire qu'il est capable en baissant vraiment énormément l'exposition de retrouver un semblant de lumière, quoi, on va dire, sans cramer les murs, alors que sur la 7C2 c'est un peu plus cramé. On regarde cette partie-là maintenant, ben, c'est un peu la même chose. Hein. Les hautes lumières sont mieux préservées sur la 7.5. Hein, quand on regarde là, vraiment, le blanc, il est plus cramé sur la 7C2 que sur la 7.5. Ça se voit. Bon, on passe maintenant à la situation inverse, c'est-à-dire une photo volontairement fortement sous-exposée. Donc vous voyez, voilà, 1/800 de seconde. Hein. Je vous rappelle que la photo exposée à peu près normalement c'était 1/100. Alors on va vérifier qu'on est pareil sur les deux évidemment. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, même chose, on va jouer direct sur l'exposition. On peut essayer de remonter les ombres, mais là, à ce niveau de sous-exposition, il va pas se passer grand-chose. Regardez sur la 7C2, bah, je sais pas si vous avez vu quelque chose se passer. Et on fait pareil sur la 7.5. Hop. Ah, il a un petit peu plus récupéré quand même, hein, il faut le dire. Hein. Par rapport à la 7C2, alors c'est pas énorme, hein, mais là c'est sûr que si on veut récupérer, il va falloir jouer sur l'exposition avant tout, donc on va faire le contraire des photos précédentes. C'est parti, on va tirer à droite, je pense qu'on va aller au maxi, hein, de toute façon, voilà, pour exposer le salon à peu près correctement.
On fait pareil sur la 7.5. Alors non, avant ce qu'on va faire, on va baisser les hausses lumière pour retrouver une photo à peu près correcte. Et alors, je ne sais pas si là vous voyez, ça c'est les capteurs Sony, c'est incroyable, hein. Quand vous voyez la photo de droite, c'était la même, hein, à gauche. Ce qu'il a été capable de récupérer là, bon, la 7.5, ça va être la même chose, hein, ça on se doute. Voilà, hop, et on baisse les hautes lumières, voilà, regardez, c'est quand même magique, hein. Alors, c'est magique, mais quand même, là encore, il me semble que la 7.5, il a un petit peu mieux récupéré les ombres, hein. Alors, c'est léger, hein, c'est léger, mais il y a quelque chose quand même, hein. La photo, on sent, elle est un petit peu plus lumineuse aussi, hein. Il y a un truc, on sent qu'il a un petit truc en plus en plage dynamique. C'est difficile de dire le contraire, même si c'est pas comment dire, c'est pas un effet waouh quoi, hein, mais par rapport à la 7C2, hein, mais quand même. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller zoomer dans une zone très sombre, ici, à l'angle du canapé, et comme tout à l'heure. Et là, franchement, tout à l'heure, il y avait une petite différence de bruit entre les deux, mais là, c'est flagrant. Alors, je ne sais pas comment ça va passer sur YouTube, mais je peux vous le dire. La 7C2, il a fait beaucoup plus de bruit dans cette opération en zone sombre que la 7.5. C'est là vraiment qu'on peut dire qu'il y a sans doute une différence assez majeure entre les deux capteurs. Si on va voir sur cette chaise aussi qui est plutôt jaune, enfin qui est jaune, hein, et qu'on va voir aussi le résultat, ben, c'est pareil, hein, regardez ici les détails sont complètement mangés, hein, sur la 7C2. Alors, je ne dis pas que c'est parfait sur la 7.5 avec plus 5 stops, ça serait étonnant, mais c'est beaucoup mieux que sur la 7C2. On a fait apparaître moins de bruit, on a plus de détails. Voilà, donc bilan sur la dynamique. Eh bien, oui, ok, Sony a un temps d'avance, maintenant on peut le dire, hein, sur les autres, parce qu'ils ont réussi à accélérer énormément la vitesse de lecture de ce capteur, sans du tout perdre en dynamique, voire même en gagnant légèrement. Alors vous avez vu que c'est léger, hein, d'accord? C'est surtout, je trouve, quand on remonte fortement les ombres dans une zone vraiment sous-exposée, qu'on va faire apparaître beaucoup moins de bruit que sur l'ancien capteur. Donc est-ce que c'est là qu'on retrouve les fameux 16 stops de dynamique revendiqués par Sony? J'en sais rien. Le fait est que non seulement il n'est pas moins bon que l'ancien capteur, mais il est même très légèrement meilleur sur le plan de la dynamique. Donc c'est tout bénef, bien sûr. Alors maintenant on va voir ce qu'il en est sur la montée ISO, hein. Eh bien allez, c'est parti. On commence donc à 6400 ISO. Donc ici à gauche on aura toujours la 7C2 et à droite on aura toujours la 7.5. Alors ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la différence de colorimétrie, hein, et c'est deux photos en RAW, hein, donc il n'y a aucun profil d'image qui intervient. Même si j'avais mis le même sur les deux, le standard quoi, hein, sur les deux boîtiers, mais bon, normalement ça n'intervient qu'en JPEG. Là on est sur les photos RAW vraiment sorties directement du boîtier et sorties dans Lightroom. Écoutez, c'est assez flagrant. Alors il faut savoir quand même que j'ai pris vraiment quasiment au même moment, quoi, à 5 minutes d'intervalle, avec exactement les mêmes conditions, le même objectif évidemment. Le 35 mm, donc 1.4 de chez Samyang. Et ce qui saute vraiment aux yeux, c'est vraiment la colorimétrie. Alors, à part ça, on va aller zoomer là-dedans, hein, forcément. Donc là, j'ai réglé pour 200%, hein, qu'on voit vraiment bien. Alors, je précise qu'on est dans une zone très sombre, hein, volontairement, parce que c'est pas la peine d'aller faire des comparatifs à 6400, 12800 et 25600 ISO dans des zones éclairées, ça sert strictement à rien. On dira, oh là là, ça fait quasiment pas de bruit. Non, c'est dans les zones sombres, bien sûr, qu'on voit. Alors, je vais vous demander tout de suite de m'excuser parce que non, du côté droit, ici, la 7.5 n'a pas les détails complètement mangés par le bruit.
je me suis loupé dans la mise au point, très clairement, alors qu'elle est mieux réussie ici avec la 7C2. Voilà, c'est un peu flou ici, hein, c'est pas du tout qu'il y a moins de détails, heureusement d'ailleurs. Pour s'en convaincre, on va regarder plutôt le fond, hein, voilà ici. Ça c'est une zone un tout petit peu éclairée, donc on va regarder le fond par là et on va aller comparer. Et bon, bah alors il faut encore faire abstraction, hein, on est bien d'accord, de la colorimétrie, mais franchement, le niveau de bruit, pour moi, c'est quasiment kiff bourricot. Hein. Regardons par ici. Alors on aura toujours le petit problème de mise au point, hein, évidemment, vous avez compris. On se concentre vraiment sur le niveau de bruit. Oh là là, ben... moi je vois rien, alors je pense pas que sur YouTube vous allez voir une différence non plus, surtout à part, je veux dire, pardon, la colorimétrie. Donc voilà pour, donc on a dit 6400 ISO. Alors maintenant on va faire 12800, donc voilà, donc à 12800 ISO, toujours la 7C2 à gauche, la 7.5 à droite, on y va. Ok. Alors, bah, toujours le même problème de mise au point avec la 7.5, hein, vraiment désolé. Le niveau de bruit, pareil, si on regarde un peu dans le fond, hein, pour pas se faire avoir par la mise au point, bah, wow. Est-ce qu'on pourrait dire que la 7.5 en a un chouille moins? Ouais, peut-être quand même, c'est vraiment ténu. Hein. C'est vraiment ténu de chez ténu. Ouais. Pas convaincu qu'il y ait une grosse différence. Hein. Là, dans cette zone vraiment sombre, voyons. Là, hein, que ce soit à peu près pareil. C'est toujours cette colorimétrie qui est trompeuse en fait. Hein. Mais non, il n'y a vraiment quasi aucune différence, hein, franchement. Hein. On va aller regarder tout de suite à 25 600, hein, et ça m'étonnerait qu'il y ait encore beaucoup de différence. Allez, 25 600 ISO, donc bah voilà, allez, c'est parti. Tac. Tac. Voilà. Alors, toujours ce truc de mise au point. Est-ce que quand même, là, on n'aurait pas gardé un petit peu plus de détails sur la 7C2 ? Bon, difficile à dire, hein, franchement, parce qu'il y a toujours cette histoire de mise au point, donc... on va aller regarder, allez, dans la zone un peu claire ici, qu'est-ce que ça donne au niveau du bruit entre les deux. Ouais. Toujours pas une différence, il me semble. On va pas parler d'abyssal, on va parler qu'il n'y a pas de différence du tout en fait. Excusez-moi, je parle pas du tout français là. On va dire qu'il n'y a pas du tout de différence. Ça sera un peu mieux. Ok. Bah, non. Franchement, non. Voilà, bah, en bilan des courses, kiff pareil. Donc, deux façons de voir les choses. Hein. Soit le A7.5 n'a pas progressé par rapport à la 7.4, soit plutôt il faut se dire eh ben, le capteur semi-empilé n'a pas du tout dégradé la montée ISO. Sur la 7.5, on va voir plutôt les choses comme ça. Voilà, et pour la route, je vous montre les deux photos qui étaient prises à 25 600 ISO, hein, qu'on vient de voir juste avant, passées à la moulinette de DxO Pure Raw 6. Je ne sais pas si vous voyez le résultat, mais enfin, prendre une photo aujourd'hui à 25 600 ISO avec ces boîtiers, c'est vraiment plus un souci, hein, quand on voit ce qui sort. Alors, on a toujours, bien sûr, le problème de mise au point ici, hein, sur la 7.5 qu'on n'a pas sur la 7C2, mais si on enlève ça, hein, regardez le débruitage qu'il y a eu alors dans les zones qui étaient complètement noyées dans le bruit là, hein, tout à l'heure, le fond là, notamment ici, on voit plus rien, hein. C'est magique en quelque sorte. En tout cas, les détails, au moins sur la photo qui est nette, on voit bien, hein, que les détails ils ont été très bien préservés, parce que faut se rappeler quand même que la photo de base c'est ça, hein. Là on est à 200%, hein. Donc vraiment, ce DxO, c'est incroyable. Hein. Voilà, donc ça sera tout, hein, pour ça. Voilà, donc sur la montée ISO,
Bah, même chose, enfin ou presque. Hein. Là, on peut pas dire quand même qu'il y a même un léger avantage, je trouve, pour la 7.5. C'est strictement la même chose. Hein. On a vu jusqu'à 25600 ISO. Alors c'est sûr qu'à part cette différence flagrante de balance des blancs, vraiment, c'est assez impressionnant. Il n'y a pas pas de différence vraiment de montée du bruit dans l'image. Elle est gérée de la même façon à peu près sur les deux boîtiers. On a vu que quand on faisait passer la moulinette DxO Pure 6, on retrouve des photos parfaitement exploitables de toute façon dans les deux cas. Donc quand bien même il y aura une toute petite différence, c'est pas comme la dynamique, comme je disais tout à l'heure. Là, j'allais dire on s'en fiche carrément, mais il n'y a même pas de différence. Donc voilà. Donc bilan des courses. Super capteur qu'il y a dans ce Sony A7 IV, vraiment. Aucune pénalité par rapport à l'ancien capteur 33 mégapixels et une vitesse de lecture bien plus rapide. Voilà, donc c'est pour ça, je pense que d'ailleurs ce boîtier se vend bien, si j'ai bien suivi le truc, c'est assez justifié. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura apporté. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, c'est toujours avec plaisir que j'échange avec vous. Merci. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, qui auront vu cette vidéo, si vous vous abonnez, ça sera toujours avec plaisir. Merci. Au revoir.